C'est parti. Alors, écoute, je suis fondamentalement quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, je pense, parce que à l'aube de la cinquantaine, j'ai fait beaucoup de métiers différents avant de me rendre compte que finalement j'avais envie de changer. J'ai commencé par le scientifique, la technique. J'ai aperçu que c'était pas trop ça. J'ai essayé les ressources humaines, le recrutement, à une période où on recrutait pas. Donc ça a été assez peu passionnant de ce point de vue-là, donc j'ai laissé tomber. Je me suis orienté ensuite vers les lettres. Je suis devenu prof de français en collège. Ça, par contre, c'était bien. Pendant 10 ans, ça a été vraiment un grand moment, très agréable. Et puis au bout d'un moment, ça a fini par tourner un petit peu en rond. Donc je me suis un peu lassé, je me suis ennuyé, je me suis dit, tiens, essayons autre chose. Du coup, j'ai dirigé un lycée professionnel pendant 2 ans. Ça a été l'horreur. Donc j'ai très vite arrêté. Je suis allé travailler avec des chanteurs d'opéra dans une agence artistique qui représentait des chanteurs d'opéra, qui représente toujours des chanteurs d'opéra. Et à représenter des artistes, je me suis dit, et si je me représentais moi-même? Et du coup, c'est là que je me suis dit, je vais essayer de tourner, je vais enfin concrétiser le rêve que j'ai depuis toujours d'être comédien. Et j'ai commencé à tourner un petit peu, et puis à m'apercevoir que ça me plaisait encore plus que ce que je croyais. Et on en est là, pour l'instant, je suis comédien. Bravo. Je suis impressionné parce que en 1 minute, tu as réussi à en dire pas mal sur toi. Comment est-ce qu'on passe de l'enseignement du français à la représentation de chanteurs d'opéra? Quel a été le maillon entre ces deux? Il faut avoir un coup de bol. Il faut avoir un coup de chance. La chance que j'avais, c'est de connaître quelqu'un qui est un ami très proche et qui, à l'époque, avait monté une agence de chanteurs d'opéra. En fait, il est l'époux d'une chanteuse d'opéra. Donc, par son intermédiaire, il avait pu un peu constater ce que son épouse ne trouvait pas forcément dans les agences artistiques existantes. Et il a décidé de se lancer. Lui aussi était ingénieur à l'origine, donc il a complètement bifurqué. Il a décidé de se lancer là-dedans. C'était très improbable, parce que ça veut dire quand même s'imposer dans un milieu où on n'est pas reconnu au départ, dans lequel on est un outsider. Et il a formidablement bien réussi. Il a monté une agence avec un éventail d'artistes assez exceptionnel. Et si au début ça marchait, il pouvait faire marcher ça tout seul, petit à petit l'agence a pris de l'ampleur, il s'est mis à avoir de plus en plus d'artistes et il a eu besoin d'aide. Et moi, c'était le moment où je quittais l'éducation nationale, où je me disais que j'avais envie d'essayer autre chose, de vivre autre chose. Et il m'a donc proposé de venir travailler avec lui. D'accord. Et donc pendant 5 ans, on a travaillé ensemble. Mais est-ce que tu connaissais déjà un petit peu le monde de l'opéra ou l'opéra tout court Oui, tout à fait. Tout à fait. Je vis avec quelqu'un qui chante de l'opéra, donc je m'étais un petit peu intéressé à l'opéra. L'opéra était pour moi très très loin de tout. Donc je m'y suis intéressé par amour. Et en fait, je me suis aperçu que j'adorais ça. Tu veux dire très loin de tout dans le sens où c'était pas ta culture au départ ou... C'était pas ma culture, j'avais un petit peu ce sentiment que c'était pas pour moi, que ça ne m'intéressait pas, que en gros l'opéra c'était la grosse dame qui met 1h30 à mourir en chantant très fort sur scène. Voilà. Donc un petit peu caricatural, pas toujours complètement faux, mais un peu caricatural quand même. Et donc je me suis quand même intéressé à l'opéra et je me suis rapidement aperçu que j'adorais ça. Alors pas tout. Évidemment, parce que les opéras, dire j'aime l'opéra ou j'aime pas l'opéra, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que entre Wagner, Rossini, Mozart, Handel, il y a un monde. Mais je me suis aperçu que j'aimais beaucoup cette idée de spectacle total, de la musique, du théâtre, souvent de la danse. C'est un spectacle qui mélange tout, l'opéra, et de ce point de vue-là, c'est tout à fait fascinant. Et j'ai d'ailleurs... c'est, je pense, un de mes plus beaux, sinon mon plus beau souvenir d'enseignant. Ouais. Lorsque j'étais encore prof à Champigny, dans le Val-de-Marne, j'ai lancé un projet opéra sur 2 ans, en partenariat avec l'Opéra de Paris, parce que l'Opéra de Paris a des programmes de partenariat pédagogique qui s'appelaient à l'époque 10 mois d'école et d'opéra. Je pense que ça s'appelle encore comme ça. Et ça consiste à montrer aux enfants ce que c'est que l'opéra. Alors moi, j'étais en ZEP. J'étais face à des gamins pour qui opéra c'était un gros mot. Et je me rappelle encore, donc c'était avec une classe de 4e qui ensuite est devenue une classe de 3e que j'ai mené ce projet. Et je me rappelle du jour de la rentrée, j'étais leur prof principal, où je leur ai expliqué qu'ils allaient faire une classe opéra. Et là, j'ai su ce que voulait dire le mot détresse. Ils m'ont regardé avec des dans leurs yeux. Ah mais oui, mais ils étaient à la limite de me demander, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait de mal l'an dernier? Pourquoi on est puni comme ça? J'aurais dit, de toute façon, vous n'avez pas le choix.
Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de faire la classe opéra. L'année prochaine, vous aurez le choix de dire je continue la classe opéra en troisième ou j'arrête. Mais vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'essayer. Vous n'êtes pas obligé d'aimer, vous êtes obligé d'essayer. Et bon, bah voilà, vu qu'ils avaient le choix, bah voilà, ils ont fait ça. Et sur 25 élèves, on en a 23 qui ont voulu continuer à la fin de l'année, qui sont restés dans la classe opéra. Mais après, c'est pas très étonnant, tu vois. Je les ai emmenés à Garnier, on a visité l'opéra Garnier, on a visité l'opéra Bastille. Donc rien que ça, on parle même pas de musique. Oui. Rien que le lieu, c'est déjà fascinant pour un jeune d'entrer là-dedans. Même pour un moins jeune, parce qu'honnêtement, moi, j'avais jamais visité les coulisses de Bastille. Ouais. J'étais jamais allé dans les couloirs de l'Opéra Garnier où tu te perds, c'est un dédale, c'est monstrueux. Mais j'étais jamais allé voir ces endroits-là. Et c'est absolument fascinant, c'est extraordinaire. Est-ce que tu vois la scène de l'Opéra Bastille, la taille? Oui. Il faut savoir qu'il y a la même taille à droite, à gauche et au fond pour pouvoir faire circuler les différents décors quand on est sur plusieurs spectacles en même temps. Et c'est un terrain de foot. Exceptionnel, voilà, un grand terrain de foot. Et donc rien que ça déjà c'était fascinant. Et puis ça a été l'occasion de montrer aux élèves que justement il n'y a pas l'opéra qui est une chose monolithique qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Que l'opéra c'était plein de choses. On a travaillé sur la flûte enchantée, ils se sont aperçus que la flûte enchantée, il y avait plein d'airs qu'ils connaissaient, qu'ils avaient déjà entendus. Déjà tu as pris un premier exemple particulièrement beau, enfin la flûte enchantée. Moi je distingue souvent l'opéra et les opéras de Mozart. Je trouve que dans les opéras de Mozart, en fait, c'est une suite de chants, une suite de leaders quasiment, quoi. Alors que dans beaucoup d'opéras, il y a énormément de récitatifs, ça se répète beaucoup, alors que chez Mozart, on dirait vraiment une suite d'airs extraordinaires, les uns après les autres. Je pense que ça aurait été cruel de leur faire étudier de l'opéra avec récitatif dans un premier temps. Pas de Wagner tout de suite, quoi. Wagner, c'est quand même pas simple. Mais c'était intéressant de commencer par la flûte enchantée, d'abord parce que j'ai pu faire venir des chanteurs qui avaient chanté la flûte enchantée dans la classe pour discuter avec les élèves, et puis parce que moi aussi ça a été l'opéra par lequel je suis entré dans l'opéra, la flûte enchantée, donc symboliquement ça me plaisait que ce soit ça. Parce que quelque part j'ai l'impression que je leur ai fait vivre un petit peu mon parcours, c'est-à-dire l'opéra c'est pas pour moi. Ah tiens, j'écoute. Ah ouais, finalement, c'est pas si mal. Ah bah oui, peut-être que l'opéra, c'est pour moi. J'ai vraiment le sentiment qu'ils ont suivi une évolution similaire à la mienne, mais je leur ai fait gagner 15 ans par rapport à moi. C'est pas si mal. Oui, puis 23 sur 25 qui continue à la fin, c'est un beau palmarès. Un de mes meilleurs souvenirs, c'est de voir un gamin aller chercher ses affaires dans son casier en sifflotant Carmen, quoi. C'est... Mais du coup, tu les as emmenés aussi voir un opéra? Alors, je les ai aussi emmenés voir du spectacle, bien entendu. Le dispositif de l'Opéra de Paris permet de les emmener voir chaque année un opéra et un ballet. Ouais. Donc, en 2 ans, 2 opéras et 2 ballets. Donc, on a déjà été voir ces 4 spectacles-là. En plus, gros coup de bol, cette année-là, l'Opéra de Paris programmait une flûte enchantée. On n'était pas retenu pour aller voir ce spectacle-là, parce qu'évidemment, il avait été très, très demandé, bien entendu, donc on n'était pas sur la liste. Mais il se trouve que pour la générale, ils avaient de la place, et donc la responsable du programme m'avait contacté en me disant « Est-ce que tu veux emmener ta classe voir la flûte enchantée la semaine prochaine ?» Cette question, évidemment. Autant dire que cette semaine-là, on a laissé tomber le subjonctif présent et les propositions relatives, et on a bûché le livret de la flûte enchantée pour le comprendre, pour essayer d'attraper quelques mélodies, de les avoir un peu dans l'oreille et de pouvoir les retrouver en connaissance de cause quand on serait à Bastille. Ouais, puis à côté de ça, j'avais encore des contacts à l'époque avec le conservatoire de Paris, à Porte de Pantin. Et donc je les ai emmenés voir aussi des spectacles, le spectacle de l'année mis en scène là-bas, donc c'était un Orphée aux Enfers. Donc là aussi, c'est facile, quoi. Enfin, Offenbach, on rentre dedans tout seul, quoi. C'est tout simple. Donc on était allé voir Orphée aux Enfers. On est déjà allé assister à une répétition du spectacle, et ensuite on est allé voir le spectacle lors d'une des représentations. Et puis je les avais emmenés aussi à une séance de travail d'une metteur en scène qui préparait la Clémence de Titus. Donc on a passé 2 heures avec elle et avec 2 ou 3 chanteurs qu'elle faisait travailler sur une scène. Ouais. Donc quand tu as commencé à représenter des chanteurs d'opéra, tu étais déjà en terrain connu, quoi. Tu connaissais... Oui, je connaissais un petit peu ce monde-là, et je me sentais une réelle empathie avec ce monde-là. Est-ce que pour toi c'est nécessaire pour représenter un artiste d'être aguerri à son art, ou avoir
un lien en tout cas artistique avec cette personne? Alors pour ma part, je faisais assez peu de représentation d'artistes. Je suis absolument pas un commercial. Je sais pas faire. Je sais pas faire. Donc en fait, je suis allé à la rescousse de l'ami qui avait monté cette agence de chanteurs d'opéra en disant que je prenais en charge toute la partie administrative, tout le back office. Donc c'est pas moi qui allais voir les directeurs d'opéra pour proposer les chanteurs. C'est pas moi qui avait ce côté interface entre les chanteurs et les employeurs potentiels. Mais cela dit, pour répondre à ta question, oui, je pense que c'est indispensable, particulièrement dans l'opéra. Parce qu'il y a les tessitures, mais dans les tessitures, c'est-à-dire les types de voix, il y a des tas de nuances. Et je pense qu'on ne peut pas être crédible si on va proposer tel type de baryton pour un rôle qui ne correspond pas du tout à ça. Et puis il y a aussi, au-delà des tessitures, il y a des personnalités d'artistes qui peuvent correspondre ou pas à des rôles. Il y a des notions d'âge parfois, même si dans l'opéra c'est un peu fluctuant, mais enfin il y a quand même des notions d'âge. Enfin en gros, il faut faire sentir qu'on maîtrise le sujet si on veut être crédible quand on arrive avec sa liste d'artistes en disant ah bah tiens, vous montez un Don Giovanni, regardez, j'ai un tel qui pourrait être pas mal, quoi. Alors quand il s'est agi pour toi d'entrer dans le monde artistique, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas voulu rentrer dans le chant? Puisque connaissant l'opéra et ayant fréquenté ce monde-là et les chanteurs d'opéra, les chanteuses d'opéra, pourquoi est-ce que c'est plutôt vers le théâtre que tu t'es tourné? Alors j'aurais bien une réponse qui consisterait à ce que je te chante un petit extrait de Carmen, mais je pense que pour l'émission ce ne serait pas la meilleure publicité, donc on va oublier ça. Je me suis pas orienté vers le chant parce que je chante pas, je suis pas du tout chanteur, j'ai jamais eu le courage de me lancer, d'essayer de corriger le fait que je chante complètement faux. Donc je me suis dit, ce n'est pas pour moi. Et puis surtout, j'avais quand même la fibre de comédien depuis toujours. Enfin, j'ai fait du théâtre au collège, comme un petit peu tout le monde. J'ai fait un petit peu de conservatoire en région parisienne quand j'étais au lycée. J'ai tourné des petits courts-métrages plus ou moins loufoques ou expérimentaux il y a une trentaine d'années avec des amis. Donc j'avais quand même ça. J'avais ça en moi. Et puis par parenthèse, je crois que quand tu es prof, t'es un petit peu comédien quand même. Oui. T'es en représentation. Je vois ce que tu veux dire. Oui. T'es en représentation devant un public qui n'a pas vraiment choisi d'être là, et qui n'est pas acquis, ailleurs, qui n'est pas acquis. Donc c'est compliqué, mais en même temps c'est ça aussi qui est passionnant. Et puis c'est ça qui est agréable de voir des gamins qui sont vraiment pas contents d'être là, puis qu'à la fin du cours, ça a sonné, mais on peut bien rester 1 ou 2 minutes de plus pour terminer ce qu'on est en train de faire. Ça arrive pas tous les coups, entendons-nous bien. Hein. Oui, mais de temps en temps, il y a un petit miracle comme ça qui se produit et qui te met des étoiles dans les yeux. Donc tout ça pour dire que je pense que ce métier de comédien ou cette vocation de comédien, elle était là depuis toujours. C'est probablement ce que j'aurais eu envie de faire depuis le début, mais il fallait faire un métier sérieux, n'est-ce pas? Le fameux métier sérieux dont tout le monde parle. Qui m'a fait perdre... qui a retardé d'un certain nombre d'années mon entrée dans la carrière. Je ne vais pas parler de perte de temps, parce que tout ce que j'ai vécu me nourrit aujourd'hui en tant que comédien, puis ça a été des expériences formidables. Mais voilà, c'est ce qui fait que je ne me suis pas lancé aussitôt que j'aurais pu le faire. Mais quand à 45 ans, je me suis dit, bon, alors, je ne vais pas continuer à travailler ad vitam aeternam dans l'agence artistique, parce que c'est très intéressant, mais je ne me vois pas faire ça encore pendant 15 ans ou 20 ans. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et en fait, la question a été assez rapidement résolue. Ça a été, j'ai envie de jouer, en fait. Ce que je n'ai encore pas fait professionnellement, ce que j'ai envie de faire, c'est de jouer la comédie. Mais à l'époque, ça me paraissait complètement inaccessible. Donc je me suis dit, je vais quand même aller regarder. Dans l'agence, j'étais. Pour quelle raison? Mais parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de place dans ma tête, et puis je me voyais mal débarquer du jour au lendemain sans aucune formation de comédien et dire coucou, voilà, je suis acteur, est-ce que vous voulez me faire jouer? Mais j'ai commencé à regarder, à me renseigner, et alors là j'ai découvert un monde que je ne soupçonnais pas du tout. Il y a en fait à Paris et en région parisienne une dizaine ou une douzaine d'écoles de cinéma. C'est-à-dire qu'il y a les très connus, la Fémis, l'ancienne IDEC, qui est l'école de cinéma avec des majuscules partout. Il y a Louis Lumière, qui est l'école de cinéma plus orientée vers la technique, là où la Fémis est plus orientée vers la réalisation, la créativité, entre guillemets. Mais à côté de ces deux écoles-là, il y a des tas d'écoles privées, une douzaine, je pense que je ne suis pas très loin de la vérité en disant ça, sans compter les BTS et les universités, en parlant uniquement d'écoles. Et toutes ces écoles-là sont des écoles généralement en 3 ans ou 5 ans qui vont
avoir des étudiants qui doivent réaliser des courts-métrages de fin d'année, de fin d'études, etc. Et qui donc sont en demande de comédiens bénévoles pour venir jouer. Autrement dit, je me suis aperçu que moi, débarquant de nulle part et me présentant comme comédien, j'avais des tas de gens qui pouvaient avoir envie de m'engager. Donc j'ai commencé à faire ça, j'ai fait essentiellement des tournages d'école pour commencer. Ça s'est très bien passé, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que j'adore ça. Beaucoup plus que ce que je pensais, c'est mon truc, quoi. Je m'éclate quand je suis devant une caméra, la preuve. Et donc, à partir de là, ça a commencé. Alors j'ai aussi commencé à postuler pour des projets plus professionnels, à faire des figurations, puis de temps en temps à faire des silhouettes. Peut-être on pourra expliquer la différence entre figuration et silhouette. Faisons-le maintenant. Enfin bref, voilà, donc j'ai fait un petit peu tout ce genre de choses, et donc petit à petit, j'ai commencé à me construire un petit réseau professionnel qui m'a permis assez rapidement, quand j'ai quitté l'agence, de devenir intermittent. Et à acquérir de l'expérience aussi, j'imagine. Et d'acquérir de l'expérience, parce qu'à défaut d'avoir la formation, je me suis dit, on va essayer de faire le forcing sur l'expérience. Alors, je reviens en arrière, parce que j'ai parlé de figurant et de silhouette. Alors, qu'est-ce que c'est que la différence entre le figurant et la silhouette? Déjà, c'est pas si évident que ça de dire. En fait, il y a une sorte de hiérarchie, si tu me passes l'expression. On a les figurants, les silhouettes, les rôles. Bon, les rôles, je pense que c'est assez clair, sont les personnages importants ou moins importants, qui ont du texte, qui interagissent, etc., etc. Les figurants, c'est ceux qui sont là pour faire en quelque sorte partie du décor. On a une scène qui se passe dans une cour d'école. Évidemment, il va y avoir des élèves, il va y avoir des profs qui vont passer, etc. S'il n'y en a pas, si c'est le désert, personne n'y croit. Donc on va avoir des figurants qui vont être en paquet, qui vont être par là, et puis il va y en avoir un qui va passer ici avec son cartable sur le dos, etc. Ce sont les figurants, ils sont juste là pour enrichir le décor, humainement. Et puis au milieu, il y a la silhouette. La silhouette, alors c'est celui qu'on va repérer un petit peu plus. C'est un figurant qui va être tout seul à un endroit et qu'on va spotter un petit peu plus, ou qui va avoir quelque chose de particulier à faire. Par exemple, on va être à la sortie de l'Élysée, le président sort, donc il va y avoir plein de figurants qui vont faire la masse, la foule autour, et puis il y en a un qui va s'approcher un peu plus près avec un appareil photo pour photographier le président. Donc il doit savoir manipuler un appareil photo, il doit être crédible avec son matériel, donc on ne peut pas tout à fait prendre n'importe qui, on va prendre quelqu'un qui connaît un peu ça, qui a un peu d'expérience là-dessus. Ça va être une silhouette. Voire il va dire, par ici monsieur le président, silhouette parlante, c'est encore mieux. Par contre, par ici monsieur le président, il faut pas qu'il dise s'il vous plaît, parce que sinon ça fait plus de 5 mots, il va passer rôle. Donc c'est très très codé. C'est très très codé, puis en même temps c'est un peu flottant. C'est des notions un peu flottantes. Mais voilà, disons que la silhouette, c'est le figurant un petit peu plus important que les autres figurants. On va dire ça comme ça. Donc tu as commencé à faire ce genre de choses? J'ai commencé à faire ce genre de choses, exactement. D'accord. Ça m'a convaincu que c'était ma voie, donc j'ai fini par quitter l'agence artistique et me mettre complètement dans cette carrière de comédien. D'accord. Et donc ça, c'est il y a combien de temps? Alors, j'ai commencé mes tournages en 2013, donc ça fait 8 ans. Et je pense que j'ai dû sauter le pas et commencer à ne faire que ça 2 ou 3 ans après. D'accord. Moi, je voudrais qu'on revienne sur justement le début de ton apprentissage du métier que tu as appris sur le tas, si j'ai bien compris. Et ça, c'est une question assez récurrente, je trouve. Je sais qu'il y a certains comédiens ou comédiennes qui pensent que c'est un métier qui ne s'apprend pas, et que ça sert à rien d'aller dans des écoles parce que de toute façon ça ne s'apprend pas. J'avais vu une interview de je crois que c'était Fernandel qui était un fervent défenseur de ça. Il disait non mais de toute façon on n'apprend pas à jouer, on joue puis c'est tout. Et puis il y a l'autre école qui au contraire dit non c'est un métier comme les autres. Il y a des tas de choses à apprendre, il y a de la technique à apprendre, à acquérir. Donc tu te situerais de quel côté? En Normandie, c'est-à-dire au milieu. Non, mais c'est un peu des deux. C'est-à-dire que, oui, c'est un métier qui s'apprend, c'est clair. C'est une vraie fainéantise pour moi de dire ça s'apprend pas, on est comédien ou on ne l'est pas, c'est un talent inné, etc. Bon, ça aboutit à des comédiens qui ne se forment pas du tout et qui sont pas forcément très bons. Aux États-Unis, la philosophie, c'est que c'est un métier comme un autre et que ça s'apprend. Et que c'est du boulot. Écoute, je sais pas, est-ce que tu as déjà vu un film ou une série américaine en te disant c'est pas super bien joué quand même? C'est rare. C'est rare. Tu peux ne pas aimer le film, tu peux trouver que c'est pas intéressant, mais tu ne vas quasiment jamais te dire
il joue pas très bien. On va pas se mentir, ça arrive quand tu regardes une série française ou un film français, ça arrive. Et je pense qu'il n'y a pas de secret, derrière il y a du boulot. Les métiers artistiques, c'est 10% d'inspiration, 90% de transpiration. Oui, alors je reformule ma question parce que en fait la nuance c'est pas réellement si ça s'apprend ou pas, mais si ça s'enseigne ou pas. Parce qu'on peut apprendre par soi-même, on peut apprendre par l'expérience, mais après évidemment avoir une dose énorme de travail, mais on n'aura pas reçu le métier de quelqu'un ou en tout cas il ne nous aura pas été vraiment enseigné par quelqu'un. Je pense que c'est comme beaucoup d'autres métiers, il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs voies qui convergent. Pour revenir à ta question, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'inné. C'est-à-dire que je pense que tout le monde ne peut pas devenir comédien. Comme dans tous les métiers. Il faut une base. Comme dans tous les métiers, tout le monde ne peut pas devenir ébéniste. Moi, j'ai 2 mains gauches. Tu me donnes un rabot, une planche de bois, je te ferai tout sauf quelque chose qui ressemble à du travail soigné. Donc, il faut quand même avoir un matériau de base, mais qu'il faut évidemment travailler. Alors après, on peut le travailler face à un enseignant. On peut aussi le travailler avec l'expérience, c'est ce que j'ai fait en le travaillant sur le tas et en bossant d'autant plus parce que du coup tu es un petit peu lâché en pleine nature et puis c'est à toi de te fabriquer ton enseignement, ton propre enseignement. Et puis après il faut se confronter, je pense, avec plusieurs formes de pratique de ce métier-là. C'est-à-dire que typiquement la question c'est tu dois appréhender un rôle, tu dois te couler dans un rôle, tu dois t'approprier un rôle, comment tu fais ? Bon. Il y a à apprendre le texte, ça, ok, c'est facile, c'est bon, c'est le truc mécanique, on apprend. Mais comment tu fais pour être Damien qui anime une émission de radio et qui est le roi de la technique, même quand tous les câbles se liguent contre lui, par exemple. Comment tu fais ? Tu vas assister à 2 ou 3 émissions pour voir comment il travaille, pour essayer de capter ses gestes, essayer de comprendre comment ça fonctionne, essayer de voir sur quoi il bloque, ce qui lui pose problème, etc. Ou alors tu t'enfermes chez toi et tu essayes d'imaginer, tu te dis voilà, alors je suis un animateur radio, comment est-ce que je gérerai le truc, comment est-ce que je me comporte, qu'est-ce que je fais pas, etc. Il y a plein de façons de préparer un rôle. Mais là j'ai l'impression justement que tu résumes un peu 2 grandes écoles aussi, c'est ceux qui prennent le rôle par l'intérieur, c'est-à-dire qui d'abord, comme tu dis, vont chez eux, se renferment chez eux et puis se posent la question, voilà, qu'est-ce que je vais ressentir en faisant telle action qu'on me demande de faire devant la caméra, est-ce que ça m'est déjà arrivé, qu'est-ce que j'ai ressenti dans ces cas-là, est-ce que je peux essayer de retrouver cette sensation-là, voilà. Et puis il y a d'autres qui, au contraire, vont prendre les rôles par l'extérieur et d'abord se dire, bon, j'ai des actions à faire, je vais les faire et puis à quoi je veux que ça ressemble et je vais essayer de m'approcher de ça au plus près, quoi. Et j'ai l'impression que c'est deux philosophies un peu différentes. Ce sont 2 philosophies différentes, mais qui je pense se complètent. Je pense qu'il ne faut pas être dogmatique dans ce genre d'approche parce que ça va aussi beaucoup dépendre du rôle que tu as, quoi. Est-ce que je dois interpréter un animateur radio ? Est-ce que je dois interpréter le président de la République ? Est-ce que je dois représenter un tueur en série ? On va évidemment pas approcher ces rôles-là de la même façon. On n'a pas forcément en soi des choses qu'on va pouvoir aller chercher qui font écho à ce rôle-là, heureusement pour certains rôles. Oui. Donc, j'imagine que dans Le Silence des agneaux, Anthony Hopkins n'avait jamais vécu réellement cette situation. Sans doute pas, qui n'avait jamais mangé le foie d'un inspecteur du recensement, je crois, avec du Chianti. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas être dogmatique, je pense qu'il faut prendre un petit peu tout ça. Et on a la chance, quand on est intermittent du spectacle, de pouvoir avoir accès à des formations, comme dans toutes les branches d'activité. Et il y a notamment des formations sur comment préparer un rôle, ou comment préparer un casting, ce qui revient un peu à la même chose, parce que préparer un casting, c'est préparer le rôle quand même. Donc moi j'ai fait quelques-unes de ces formations-là, chaque fois j'en ai eu l'occasion, et c'est vrai que on attrape des petits trucs, des petites mécaniques, des morceaux de boîte à outils qui sont pas forcément toutes identiques, mais qui se complètent, et qui parfois pour certains rôles vont être plus ou moins adaptés. Donc il faut pouvoir jongler entre ces différents outils. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un rôle que tu as joué et de la manière dont tu l'as travaillé au préalable, ou alors est-ce que tu veux pas qu'on entre dans ta cuisine? Non, ma cuisine est un tout petit peu en désordre, mais en fait j'aurais beaucoup de mal à te répondre parce que ce qui, je pense, moi, me pose problème dans le fait de ne pas avoir eu de formation
véritable de comédien, à part ces formations plus ponctuelles dont je viens de te parler, c'est que j'ai beaucoup de mal à formaliser ma pratique. J'essaye de temps en temps de m'auto-regarder, préparer un rôle et d'essayer de comprendre comment je fonctionne. Mais je m'aperçois que je fonctionne rarement 2 fois de la même façon. Et j'ai beaucoup de mal à formaliser ma technique. Donc je serais bien en peine de te dire ça. Après, évidemment, on se pose des questions comme comment je réagirais si je faisais ça, comment est-ce que j'appréhenderais telle ou telle situation. Et c'est particulièrement intéressant quand tu es dans des situations que tu n'as pas connues. Oui. J'ai envie de dire, plus tu es loin du personnage, plus c'est passionnant de faire ce travail-là. Oui. Mais je serais incapable de le formaliser et de te dire de façon un peu structurée comment je fonctionne. Est-ce que tu ne penses pas que ça peut être néfaste, allons plus loin, néfaste de justement s'analyser et de comprendre comment on s'y prend, un petit peu d'avoir ses propres formules sous les yeux? Non, je pense que c'est toujours intéressant de savoir comment on fonctionne à partir du moment où on est capable de le lâcher. Je ferai la différence entre 2 étapes. Le moment où tu es chez toi en train de préparer ton rôle, je pense que c'est intéressant de comprendre comment tu fonctionnes, de comprendre le cheminement qui t'amène à l'interpréter de telle ou telle façon. Et puis la deuxième phase, c'est quand tu es sur le plateau avec le réalisateur, où là, je pense qu'effectivement, il faut lâcher l'auto-analyse. Il ne faut surtout pas se regarder jouer. C'est le problème parfois qu'on a avec certains comédiens. Enfin, on les voit se voir. Donc j'essaye vraiment de me libérer de ça. Ne pas se regarder jouer et dire « Ok, je donne les clés au réalisateur. Je lui fais confiance, c'est lui qui me dit. » Alors évidemment, tu apportes des choses, tu apportes tes propositions, mais tu n'essayes pas d'analyser tiens, là j'ai avancé le bras, est-ce que c'était une bonne idée? J'aurais peut-être mieux fait de garder le bras le long du corps. Non, tu le fais naturellement et tu vois comment le réalisateur réagit et comment il te guide, comment il te corrige, etc. Mais c'est plus toi qui es dans l'analyse, c'est le réalisateur à ce moment-là. Ça t'est déjà arrivé d'être un peu malmené par un réalisateur, enfin en tout cas qui te fasse sortir de ta zone de confort, comme on dit souvent? Oui, mais c'était consenti, c'est-à-dire que je suis allé parfois sur certains tournages en sachant ce qu'on allait me demander et en sachant que ça allait être très compliqué. Tout ce qui est très connecté à la violence physique est quelque chose avec quoi je sais que j'ai du mal, donc je sais que si on me fait jouer ce genre de choses, que tu infliges toi-même ou qu'un autre personnage t'inflige? Les deux. Les deux. Toute scène violente, quoi. Les scènes violentes, voilà, j'ai beaucoup de mal. Et j'ai eu l'occasion, là, en début d'année, de tourner dans un film où il fallait justement que je déploie une grande violence vis-à-vis de ma partenaire de jeu. Et je savais que ça allait être difficile. Et ben j'avais raison. Ça a été très difficile. Donc c'est bien de temps en temps de se challenger un petit peu. Il faut simplement que ce soit dans un contexte où l'enjeu n'est pas trop fort. Est-ce que la violence te gêne également quand tu es spectateur? Ça dépend du type de violence. Paradoxalement, oui, la violence me gêne en tant que spectateur, mais j'adore les films d'horreur. D'accord. Peut-être parce qu'ils sont tellement outranciers que ça devient irréel, quoi. C'est exactement ça. J'ai pas de problème avec Massacre à la tronçonneuse ou L'Exorciste, mais un film, je me souviens, je l'ai vu quand j'étais gamin, un film comme Mad Max, à l'époque, bon, ça remonte loin. Aujourd'hui, je pense qu'on le verrait avec beaucoup plus de recul. Mais à l'époque, quand je l'avais vu, c'était une violence qui était assez réaliste, qui se voulait assez réaliste, et c'était un peu difficile, quoi. Ah oui, d'accord. Parle-nous d'un projet auquel tu participes en ce moment, par exemple. Il y en a tant que ça. Non, il y a plein de choses dont j'ai envie de parler. Mais, en fait, l'une des difficultés quand on est comédien, c'est qu'on dépend du désir des autres. Si le réalisateur, le producteur, le porteur d'un projet ne te désire pas, tu ne seras pas dans le projet, tu ne le feras pas. Donc on est vraiment tributaire du désir des autres. Et c'est à la fois passionnant, parce que c'est un challenge permanent, mais des fois c'est un petit peu lourd à porter. Donc je fais ce que font beaucoup de comédiens, c'est que je commence à monter aussi mes propres projets. Soit en tant que réalisateur, soit en tant que producteur. Moi, c'est en tant que producteur, parce que je ne me sens absolument pas capable de réaliser. Donc, je commence à monter mes propres projets pour lesquels je réunis des équipes, et évidemment, où je me fais jouer, parce que c'est quand même ça, ultimement, mon projet. Donc là, je suis à fond sur un court-métrage que j'ai coécrit avec un ami et que j'ai produit. Donc, on a fini le tournage. On est dans la phase de post-production. On pourra parler de la post-production après, si tu veux, parce que c'est toute une histoire. Et donc voilà, pour l'instant, c'est ce qui m'occupe beaucoup la tête. C'est un petit film qui devrait faire 5-6 minutes à peu près, de fantastique, qui parle d'une entité maléfique qui se transmet à travers les images. D'accord.
quand tu regardes le film, l'entité peut en profiter pour s'inviter chez toi. Il y a un petit côté Black Mirror, non? Sauf oui, il y a un petit côté Black Mirror, un petit côté Ring. Ouais. Il y a pas mal d'influences avec des petites spécificités. D'accord. Donc là, vous êtes à la post-production. On est à la post-production, c'est-à-dire qu'on est, pour l'instant, on vient de commencer la post-production, donc on est à la phase montage. On prend les différents rushs qu'on a tournés, et puis on les découpe, on les met bout à bout, on fait une sorte de patchwork pour arriver à un montage image du déroulement du film. Une fois qu'on l'aura validé, donc on le fait pas avec les images qu'on a tournées parce qu'elles sont très très lourdes, parce que c'est des images de très haute qualité, donc c'est très très lourd, donc on le fait avec une version allégée. Et une fois qu'on a fait ce montage avec une version allégée et que c'est validé, on remplace la version allégée par les gros fichiers bien détaillés, plein de pixels, qui pèsent beaucoup de gigaoctets. Une fois que c'est fait, donc ça c'est la première grosse étape. Donc après il va falloir étalonner, c'est-à-dire choisir les couleurs, choisir l'éclairage, etc., etc. On aura dans le cas de ce film une étape importante et compliquée qui va être d'incruster une créature numérique, créature qui n'existe pas, mais qui n'existe que numériquement, mais qu'on va incruster dans les images, qui va venir se mêler aux comédiens. Donc ça c'est un boulot, c'est un gros boulot parce que c'est à la fois un boulot d'infographiste. Ouais. Il faut créer la créature, il faut l'insérer dans les images, puis après il faut l'éclairer, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler l'image de la créature pour qu'elle ait l'air d'être éclairée comme les autres protagonistes de la scène, et ça mine de rien c'est un boulot énorme. Ouais. Et une fois qu'on aura fini ça, il nous restera encore l'étape du mixage, c'est-à-dire rajouter le son, rajouter les effets sonores, rajouter la musique, etc. Et tout ça devrait nous amener théoriquement au premier trimestre de l'année prochaine. J'espère qu'il sera prêt à ce moment-là. Vous avez un titre déjà? Oui, ça s'appelle Freeze. Freeze. Oui, voilà, Freeze, comme tu dis, F-R-2-E-Z-E, qui fait à la fois référence au côté avoir un petit peu froid, avoir un petit frisson parce qu'on n'est pas très à l'aise, et puis l'image qui se frise, qui se bloque, parce qu'en fait, cette créature, cette entité n'est visible que quand l'image est arrêtée. Quand on regarde le film, on ne la voit pas, et si on appuie sur pause, à ce moment-là, hop, on voit apparaître cette créature en question. Elle n'est visible qu'à ce moment-là. Alors parle-nous un peu du travail d'écriture. Tu avais déjà fait ça avant ou c'est le premier scénario en fait que tu écris? Non. Alors l'écriture, je vis avec l'écriture depuis longtemps parce que j'ai écrit plusieurs romans. J'ai publié plusieurs romans, mais c'était au siècle dernier. Tiens donc. Il faudra nous donner des titres et on les mettra en description. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne sont plus disponibles, qu'on ne peut plus trouver, mais bon, il y en a quelques-uns. Donc du polar, de la science-fiction et puis du plutôt humoristique. J'ai un peu jonglé sur ces genres-là. Donc j'ai écrit il y a quelques années du roman. Aujourd'hui, je me suis un peu éloigné de l'écriture romanesque et je suis beaucoup plus sur l'écriture de scénario. Alors j'ai travaillé sur l'écriture de longs métrages, de courts métrages, même de web-séries. Je suis entré un peu dans l'audiovisuel aussi par la porte de la web-série. Et donc oui, c'est quelque chose... Alors c'est très compliqué parce que l'écriture romanesque, on a une grande liberté. Dans les romans, enfin dans l'écriture romanesque, dès lors qu'on pose une règle d'écriture, on s'empresse de la transgresser. Jusqu'au nouveau roman, le nouveau roman est parti du principe qu'on pouvait écrire un roman où il n'y avait pas de personnage, où il n'y avait pas d'histoire, alors qu'on va pouvoir considérer que c'est quand même les règles de base. Et donc il y a eu des expérimentations romanesques pour battre en brèche ces règles de base. Et dans le roman, on peut tout faire. On peut essayer justement de transgresser toutes les règles d'écriture. Dans le scénario, malheureusement, on est beaucoup plus contraint. C'est beaucoup plus difficile de prendre des libertés. C'est quelque chose de beaucoup plus codé, l'écriture scénaristique. Donc je suis en train d'essayer d'apprendre ça, d'essayer de m'y confronter un petit peu. Oui, puis on est limité aussi par les contraintes budgétaires de la production. Oui, là tu as mis un hélicoptère dans ta scène, mais ça va être un peu compliqué. On va mettre un modèle... Voilà, on va mettre un deltaplane, ce sera plus simple. Mais après, effectivement, c'est vrai que la première phase de l'écriture scénaristique, je pense, on essaye de s'affranchir un petit peu de ce type de contraintes, et puis après, on les réintroduit en se disant, bon, on va peut-être rabattre d'un cran sur certaines... on va réduire un peu la voilure sur certaines scènes. Ah, d'accord. Oui, effectivement, c'est un langage même... j'ai presque envie de dire graphiquement, c'est très codé, quoi. Le scénario, quand on l'écrit, il faut connaître bien toutes les règles
comment ça s'appelle, de mise en page, de mise en page, de présentation, tout ça. Et même dans la formulation, le premier scénario que j'ai écrit, je l'ai fait lire autour de moi à des amis qui n'étaient pas du tout dans le domaine audiovisuel, et j'ai eu des retours comme c'est super, ça se lit comme un roman. Sauf qu'en fait, non, il faut surtout pas que ça se lise comme un roman. Moi, j'étais très content, j'ai pris ça comme un très beau compliment, et puis petit à petit, j'ai compris que c'était pas du tout le cas. En fait, lire un scénario, c'est ennuyeux à mourir. C'est un outil de travail. C'est un outil de travail, c'est pas un objet fini, contrairement au roman et contrairement au film qu'on va tirer du scénario. Et en fait, c'est quelque chose de très utilitaire, c'est pas quelque chose qui est forcément très agréable à lire. Et écrire un beau scénario bien écrit avec des belles phrases, c'est super, mais ça n'aboutira pas forcément à quoi que ce soit d'intéressant. Oui, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit efficace, que quand on le lit, on puisse quasiment voir le film se dérouler à l'intérieur. Et donc, on est vraiment dans l'efficacité. On n'a pas le temps de faire de la fioriture, de la description. Tout à fait. Ouais, parce que c'est vrai que c'est compliqué par rapport au roman. Ça a dû être compliqué de passer du roman à ça. C'est deux extrêmes, quoi. C'est en fait une autre façon de travailler, c'est une autre façon d'écrire. Un petit peu comme j'ai eu un petit choc sur mes premiers tournages, parce que moi je connaissais essentiellement le jeu théâtral. Ouais. Et jouer au théâtre et jouer devant une caméra, ça, c'est très très différent. Je ne vais pas dire que ça n'a rien à voir, parce que dans les deux cas, il faut incarner. Mais ce sont vraiment deux métiers radicalement différents. Et au début, le choc peut être un petit peu rude, quoi. Oui, parce que la caméra ne pardonne rien, quoi. Alors qu'au théâtre, on nous apprend toujours à amplifier tout. Exactement. Les émotions, le corps, et tout ça. Puis c'est vrai que quand on est à l'écran, c'est un peu l'inverse, quoi. Et c'est terrible. Il faut surtout pas montrer. En fait, la difficulté, c'est que il faut ressentir, parce que la caméra le voit, ce que tu ressens. Si tu l'exprimes, si tu es triste. Ça marchera pas. Le moindre sourcil qui se lève, c'est un cataclysme sur une image. Exactement. Et c'est vrai que mes premiers tournages, j'ai eu beaucoup comme retour, sois un peu moins théâtral dans ton jeu. Déjà, ne porte pas pour que la personne qui est au fond de la salle entende, parce que ton micro il est là, donc tu nous as percuté les tympans à tous, perforé les tympans même, donc voilà. Et pareil pour tout ce qui est expressivité, effectivement, comme tu dis, la caméra voit tout, y compris ce qu'on n'a pas l'impression de montrer, donc il faut retenir un peu les chevaux quand même en général. Et puis en plus, c'est pas du tout la même gestion du temps, enfin la même notion du temps. C'est-à-dire que quand on est sur un tournage, c'est coupé sans arrêt, on fait plusieurs fois les mêmes scènes, parfois on répond à une personne qui a été filmée 3 jours avant. Alors ça, c'est ce qui est fascinant. Tu vois, j'ai 12 ans quand je suis sur un tournage. J'ai 12 ans et ça ne se dément pas. Je suis absolument fasciné par ça. On sait très bien que ce qu'on voit à l'image dans un film, c'est pas ce qu'il y avait au moment du tournage, c'est pas vrai. On sait très bien que la pauvre fille qui est toute seule dans sa petite chambre, qui est abandonnée, il n'y a personne autour d'elle. En fait, il y avait 15 personnes autour d'elle, il y avait le preneur de son, il y avait le réal, il y avait le chef opérateur, etc. On le sait. Mais le vivre, c'est passionnant. C'est extra de voir à quel point le cinéma triche avec la réalité. C'est fascinant. Et alors moi, ce que je trouve extraordinaire et dont je ne me lasse pas, c'est les décors reconstitués en studio. C'est absolument extraordinaire. Je sais pas si tu sais, mais l'immeuble de mes chers voisins, ou nos chers voisins, je ne sais plus. Oui. Tu vois de quoi je parle, hein, c'est une mini-série qui se passe dans un immeuble, dans le hall, dans l'ascenseur, dans les appartements, dans la cour, etc. Et qui met en scène des voisins, qu'il arrive des trucs, voilà. Bon. Et ben cet immeuble n'existe pas. Quand je suis allé tourner sur un épisode et je me suis dit, bon, je vais quand même aller regarder un petit peu de quoi il retourne, parce que je ne connaissais pas la série à l'époque, j'avoue. Et donc je suis allé sur Internet, puis j'ai regardé quelques épisodes. Oui, ok, d'accord, très bien. Et quand je suis arrivé sur le tournage, j'ai découvert que l'immeuble n'existe pas. C'est un décor. Quand on est dans la cour, si on regarde au-dessus de 3,50 m, on voit les échafaudages, les clous, etc. La cour n'existe pas. Le hall n'existe pas, c'est un décor. Et c'est tellement bien fait, c'est extraordinaire. Sur Plus belle la vie, ça se sait un peu plus, mais sur Plus belle la vie, la grande place sur laquelle se trouve le café Mistral, je crois, enfin un café où il se passe un certain nombre de choses, c'est pareil, ça n'existe pas. Il y a des choses qui sont tournées en décor réel dans Marseille, mais il y a plein de choses qui sont tournées en décor reconstitué. Et cette petite place, ce restaurant, tout ça, ça n'existe pas. C'est que du décor. Et c'est absolument fascinant. Et quand tu vas sur le décor, tu as des petits graffitis sur les murs, tu as des petits trucs. Le moindre détail est soigné, c'est exceptionnel. C'est plus beau que si c'était réel. C'est ça, le cinéma, c'est ça. C'est la réalité en mieux, quoi. Et je trouve ça absolument fascinant.
Eh ben, je trouve que c'est une belle phrase de fin. D'ailleurs, déjà, je pense qu'on peut être. Ouais, bah oui, ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble. Oui, oui, non, mais c'est bien, ça passe vite, on ne s'ennuie pas. Mais je trouve que ce que tu viens de dire peut s'étendre à l'art en général. C'est faire mieux que la réalité. Tu sais, où on dit parfois qu'un coucher de soleil du Lorrain, c'est plus beau que n'importe quel coucher de soleil réel. C'est une opinion, je ne sais pas. C'est une opinion. En tout cas, c'est un objectif. Oui, voilà. De faire la réalité en mieux. Voilà. Mais en tout cas, je voulais déjà te remercier d'être parmi nous et d'avoir passé ce temps, d'avoir donné ce temps pour les jeunes et les enfants qui sont ici à l'hôpital Necker. Et puis, n'hésite pas à nous donner quelques titres de tes romans, si on peut encore en trouver. On mettra ça dans la description de la vidéo. Ça pourrait être... Très bien. Je vais t'indiquer tout ça. Voilà, et en tout cas, c'est moi qui te remercie pour l'invitation. Je suis très flatté d'être là aujourd'hui et j'espère que je n'ai pas contribué à aider à dormir les spectateurs qui nous ont regardés. C'était parfait. Je te remercie beaucoup et quant à vous, je vous retrouve donc la semaine prochaine comme toutes les semaines. Je remercie aussi toute l'équipe de l'Espace Plein Ciel qui pour une fois ne sont pas avec nous puisque nous sommes dans le studio éphémère, mais merci à eux pour leur accueil et puis à la semaine prochaine. Au revoir Emmanuel. Au revoir Damien.